Uluberlu, chapeau pointu. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu au bataillon. En vrai, je vous ai déjà parlé un peu de ce personnage durant mes vidéos sur la guerre froide, mais j'ai jamais vraiment fait de vidéo dédiée à ce gars-là. Du coup, aujourd'hui, les gars, on va parler de Sergueï Korolev. Alors, qui c'est si que quoi que ce putain de gars? C'est tout simplement un ingénieur russe. Voilà, tout simple, hein, pour le coup, je vais pas me faire chier plus longtemps. Bisous, à la semaine prochaine. Meilleure blague que j'ai jamais faite, celle-là. Alors, un peu plus de sérieux, et on va parler de qui est Sergueï Korolev. Oui, j'ai replacé la lumière parce que c'était pas ouf. Alors, Sergueï Korolev, c'est un Ukrainien qui naît à Jytomyr en 1906. Mais en vrai, on s'en fout un peu. Nous, on veut aller plus loin, donc on va avancer rapidement. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, mais on va aller assez vite. Ce mec, il a pas une enfance hyper heureuse. Bah enfin bon, c'est pareil, c'est pas très grave. Enfin si, c'est grave, mais nous, on va pas s'attarder là-dessus, donc on va avancer. Et en gros, il faut retenir que au lycée, il commence à se prendre de passion à fond pour l'aviation. Après le lycée, il intègre l'Institut Polytechnique de Moscou. Bien joué, franchement bien joué. Donc là, on est en 1925. Un an après, donc en 1926, il intègre l'école des hautes techniques de Moscou et peu de temps après, il est diplômé en tant qu'ingénieur aéromécanicien. Et dès le plus jeune âge, vraiment, il faut comprendre que dès le plus jeune âge, il était passionné d'aviation. Le gars, il avait construit un planeur tout seul et il avait volé dans son planeur. C'est les frères Wright, le mec, il est trop chaud. Enfin bref, il commence à fréquenter des gens qui travaillent donc dans l'aérospatial et dans l'aéronautique, on va dire. Et en 1930, il commence à travailler pour construire un pilote automatique pour les militaires. Ensuite, il travaillera rapidement sur des moteurs fusées, c'est même plus ça qui va l'intéresser lui. Des moteurs fusées pour aider les avions au décollage. C'est des moteurs d'appoint en fait, c'est un peu expérimental à l'époque. Mais voilà, il travaille là-dessus, il développe ses moteurs. En 1933, avec les moteurs fusées qu'il développe, certes c'était des moteurs d'appoint pour les avions, mais ils en ont aussi utilisé pour des vraies fusées, et la première fusée russe décolle, la GIRD-09, qui ressemble à ça. Une sacrée tronche, mais voilà, c'est la première fusée expérimentale. Vraiment, c'est pas un V2, quoi, c'est pas non plus une Saturn V, quoi, c'est un petit roquette qui part, voilà, quoi, c'est expérimental, quoi. Mais, il est vite rattrapé par la réalité. Vraiment, je passe très vite, hein, mais il faut bien comprendre. Mais oui, donc il est vite rattrapé par la réalité, et par Staline, surtout. Staline, il va lancer un peu... on va dire qu'il est un peu colérique, il aime pas trop les gens qui sont contre lui. Et donc, il va mener des fois des fausses accusations contre des gens, et il va les emmener dans des endroits qui sont pas très cool, qu'on appelle les goulags. Et donc, Korolev va se faire arrêter par le NKVD, car il appartiendrait à une organisation anti-soviétique allemande, et donc, direction le goulag. Pas cool. Juste avant le goulag, il sera passer dans une petite prison pour être interrogé et il se fera briser le cou et la mâchoire. Franchement, il est bien pour partir au goulag, hein. Il fait pas trop froid en plus là-bas, donc il part dans les meilleures conditions possibles. Enfin bref, il est condamné à 10 ans de goulag, et bien évidemment, il est au fin fond de la Sibérie, et comme vous le savez, il fait pas trop froid, il y a pas trop de famine, et les conditions de vie sont parfaites. Donc en vrai ça va. Là-bas il prendra tellement cher qu'il va perdre ses dents. C'est pas une blague, il va avoir le scorbut et donc il va perdre ses dents et il va souffrir complètement de malnutrition. Donc les conditions sont vraiment terribles pour ce mec. Évidemment, de ce goulag, il va en sortir marqué, hein, parce que quelques années là-bas, ça détruit complètement quelqu'un, c'est sûr. Hein. Et le taux de mortalité en plus dans les goulags est juste énorme. Enfin bref. Il a un allègement de peine à un moment qui fait tomber sa peine à 8 ans. Il gagne 2 ans, bon, écoute, c'est toujours ça, hein, mais enfin bon. Faut quand même survivre 8 ans. En vrai, il a plutôt de la chance parce que 1 an après son emprisonnement, il va être transféré dans une prison qui s'appelle les Karachka. C'est en gros des prisons pour savants. Les conditions de vie sont quand même bien meilleures et tu travailles pour l'URSS. En 1942, oui, ça prend du temps. En 1942, il est transféré à Kazan, c'est une autre prison où il travaillera toujours pour l'URSS et il développera encore des moteurs fusées. Parce que il y a les V2, hein, les V2 sont à entendre, les Russes ils veulent pas être à l'amende donc ils vont s'attonner à mort sur les moteurs fusées. Et finalement en 1944 il est relaxé. Il y a une sorte de traité qui est signé on va dire et il est relaxé de toutes ses peines qui étaient apparemment même pas vraies et donc c'est quand même mieux. Mais il est quand même bien atteint, hein. Franchement, même une année de goulag au fin fond de la Sibérie, ça aide pas grand monde. Et donc, une fois qu'il est relaxé, il va commencer à travailler avec un autre ingénieur qui s'appelle Valentin Glushko. Faut le retenir ce mec. Ensuite, évidemment, arrive la fin de la guerre, etc., etc. Et je vous l'ai dit, il y a un moment dans ma première vidéo sur la conquête spatiale pendant la guerre froide que les Américains lancent une opération qui s'appelle l'opération Paperclip qui vise à récupérer des ingénieurs allemands qui ont travaillé sur le V2. Et donc, les Américains récupèrent Werner von Braun, qui est, on va dire, le top du top, et les Russes vont faire à peu près pareil. Ils vont emmener des ingénieurs russes récupérer des ingénieurs allemands. Et donc, Korolev est envoyé en Allemagne pour espionner quelques plans, hein, prendre des petits plans du V2 et ramener des ingénieurs.
La course à l'espace commence à être lancée et surtout, la course au nucléaire. Et les Russes, après avoir piqué les plans de la bombe nucléaire aux Américains, ils développent l'arme nucléaire et Staline, il veut pouvoir lancer des bombes nucléaires depuis la Russie. Alors il commence tout simplement le développement d'un missile des missiles balistiques, tout simplement intercontinentaux, et c'est les missiles R1, R2, R3 jusqu'au R7. R7 c'est Miorca. Le R7, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il a servi à mort pour l'exploration spatiale de l'URSS. En gros, Korolev est projeté sur cette tâche et il doit développer les missiles R. Donc ça avance. Le R7 sort en 1956, est opérationnel en 1956. Le R7, dans les autres vidéos, je vous l'ai vendu comme une fusée bien puissante qui pouvait emmener pas mal de poids en orbite basse et qui avait envoyé les premiers hommes dans l'espace, etc. Mais de base, vraiment, il était fait pour t'exploser la gueule à gros coups de bombes nucléaires. Donc c'est quand même moins sympa, franchement. Et en vrai, il était fait pour porter une bombe à hydrogène de 5 tonnes à au moins 8000 km. C'est pas mal en vrai. C'est quand même des belles perfs pour l'époque, mais sûrement pas pour envoyer des satellites et des hommes dans l'espace de base. C'était vraiment pour t'exploser ta race. C'est moins cool. Il faut savoir que le V2 a un moteur à simple tuyère. C'est un seul bol comme ça qui crache des flammes. C'est très grossier, mais c'est comme ça que ça marche. Et les moteurs qu'ils avaient, les Russes, ils étaient pas assez puissants. Et ils arrivaient à augmenter la puissance, sauf qu'il y avait trop de pression dans la chambre de combustion du moteur, et ils explosaient un peu trop souvent, quoi. Et donc ils ont développé un système avec une seule turbopompe qui alimente en fait 4 tuyères, qui se divisent sur 4 tuyères, je vais vous mettre des images à l'écran. Donc on voit bien qu'il y a 4 tuyères, avec 4 chambres de combustion, mais il y a une seule turbopompe qui les alimente. Et ça permet de faire évoluer à mort la puissance du moteur, et c'est les moteurs qui équiperont le R7, parce que le R7 Semyorka doit avoir une charge utile de minimum 5,4 tonnes, parce que les bombes à hydrogène c'est énorme, et donc il faut des gros moteurs, quoi. Cette architecture de moteur, on la retrouve toujours sur les fusées russes. Le Soyouz, qui marche encore, je veux dire, il a toujours cette architecture de moteur. Le problème avec Korolev, c'est qu'il est russe. Non, pas du tout. Le problème avec Korolev, en fait, c'est que il aime pas trop les militaires. Lui c'est un passionné, lui il veut aller dans l'espace, lui il s'en fout de bombarder les gens, il a même pas envie de bombarder les gens, compréhensible d'ailleurs en plus, et ça l'intéresse très moyennement de faire des fusées qui vont servir à des missiles, à bombarder les gens, il veut pas, mais bon, c'est comme ça qu'il apprend on va dire, et c'est comme ça qu'il a les sous pour le faire. Donc il se plie à la tâche, donc il est obligé de faire des fusées pour les militaires, même si lui de base ça l'intéresse moyen. Sauf que il est un peu plus malin que les autres. On arrive en 1957 et Korolev, lui, il veut développer des satellites. Mais les hauts placés russes, la politique russe et les militaires russes, ils s'en foutent. Pour eux, c'est pas intéressant. Sauf que Korolev, il fait comprendre que s'ils arrivent à envoyer des satellites, ils peuvent espionner. Par exemple, les Américains. Ils peuvent les bombarder à n'importe quel moment. Parce que oui, si une fusée est en orbite, elle peut lâcher une ogive à n'importe quel moment. Et ça commence à intéresser un peu les hauts gradés, on va dire. En plus, s'ils arrivent à envoyer des hommes dans l'espace en premier, s'ils arrivent à envoyer des satellites en premier, s'ils arrivent à se poser sur la Lune en premier, pour la propagande du Parti communiste, franchement, rien à redire. Franchement, c'est top. Donc là, franchement, les politiciens, ils commencent à être bien intéressés aussi. Enfin bref, Korolev, avec sa malice, arrive à convaincre à peu près tout le monde. Il a un peu un gros budget. Après plusieurs échecs, le 4 octobre 1957, il arrive à mettre le premier satellite en orbite. Khrouchtchev, le dirigeant de l'époque, donc après Staline, est hyper séduit par le satellite Sputnik. Énormément de gens sont à fond sur le RSS parce qu'ils arrivent à envoyer des satellites et les Américains non. Donc le Parti communiste serait apparemment supérieur. Et militairement, c'est un gros plus. Donc Khrouchtchev, là, il est aware et il lui donne un peu carte blanche pour la suite. Donc franchement, Korolev, il est au top. Khrouchtchev lui demande aussi de se dépêcher, parce que la révolution d'octobre, qui a lieu le 7 novembre, c'est un peu bizarre, c'est une histoire bizarrerie dans les calendriers, mais la révolution d'octobre, qui est très connue en URSS et maintenant même en Russie, et à ce moment-là, Khrouchtchev, en 57, il voudra envoyer un satellite pour l'occasion. Donc il dit à Korolev de se dépêcher à fond pour développer un satellite qui sera lancé avant la révolution d'octobre. Et donc, Khrouchtchev, il va rappeler toutes ses équipes qui étaient parties en vacances, parce que oui, ces équipes bossaient depuis plusieurs années sans prendre de vacances pour pouvoir lancer le R7 avec Sputnik. Et là, il va tous les rappeler alors qu'ils étaient tous en vacances, et ils vont se dépêcher pour lancer un satellite avant. Et donc, ils y arrivent. Le 3 novembre 1957, le satellite Alika part avec, à son bord, Laika, le premier chien qui est parti dans l'espace, est parti le 3 novembre 1957 pour l'occasion, pour la révolution d'octobre des Russes.
Sauf que, vu qu'ils sont un peu dépêchés, ils sont passés outre pas mal de choses, on va dire, et le satellite est parti sans être non plus hyper opérationnel. Ce qui fait que le système de clim, une fois en orbite, tombe en panne, la chaleur à l'intérieur commence à grimper un peu trop vite, et Leica meurt dans le satellite à cause d'hyperthermie. Sauf que Khrouchtchev, il est hyper content, et Korolev aussi. Ils ont réussi encore un exploit avant les Américains. Franchement, au début, ils ont mis que des gros chèques aux Américains, et franchement, ils sont trop chauds pour eux. Ces événements-là lancent vraiment la course à l'espace. En plus, ensuite, il va y avoir le satellite Explorer 1 des Américains qui va être lancé, donc là, vraiment, la course à l'espace se lance. Et Korolev est hyper content, parce qu'il va pouvoir développer un max de trucs. Ensuite, il y a le programme Luna, qui est de base purement scientifique, faut pas l'oublier, qui est lancé par Korolev et ses équipes, et supervisé par les plus hauts et qui ont accepté le projet. Et c'est le vaisseau YE1 qui va se lancer en premier pour Luna 1, on va dire, et qui va aller s'écraser sur la Lune. Les instruments de mesure sont toujours en vie, et c'est grâce à ce vaisseau-là qu'on va confirmer que la Lune n'a pas de champ magnétique, par exemple. Mais en vrai, c'est encore un exploit, parce que c'est les Russes qui envoient pour la première fois un objet sur un objet céleste autre que la Terre. Ouais, ils sont juste trop forts. Et surtout qu'ils avaient des moyens bien inférieurs aux Américains, faut pas l'oublier. Ensuite, il y a une autre mission qui prend en photo la face cachée de la Lune, et il y a une mission, je vous ai dit que de base Luna c'était purement scientifique, mais il y a une mission YE4 qui voulait faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Sauf que l'idée sera abandonnée, parce que ils considèrent qu'au lancement c'est juste trop dangereux. Ils considèrent que c'est pas une très bonne idée, parce que les fusées au décollage c'est pas non plus hyper fiable, surtout à l'époque, donc suffit que ça explose au décollage ou que ça retombe, et là la bombe nucléaire elle pète quoi. Donc c'est pas dingue. Donc l'idée sera abandonnée. Il faut savoir que les Américains aussi voulaient bombarder la Lune, et pareil, l'idée sera abandonnée, parce que c'est complètement inutile. C'est juste pour montrer que t'as des grosses couilles quoi. C'est nul. Faut savoir qu'en tout c'est 45 sondes qui sont parties en direction de la Lune. Dans les papiers officiels ils en disent qu'il y a eu que 24 lancements, mais en tout c'est bien 45 lancements qu'il y a eu, et seulement 15 ont atteint la Lune. Et ont rempli leurs objectifs, parce qu'il y en a qui sont rentrés en orbite, il y en a qui sont allés photographier la face cachée. Donc c'est une win rate qui est pas folle, mais les Russes s'en cachent vachement, s'en sont vachement cachés. Et il faut savoir que quand tu loupes la Lune, en fait, ta sonde elle part en orbite héliocentrique, elle part en orbite autour du Soleil. Donc les Russes ils ont pas mal de sondes là-haut. Pas voulu, mais ils en ont. Mais ils étaient les premiers, donc ils s'en foutent. Ensuite, en 1961, il va avoir le programme Vostok, qui va servir à envoyer le premier homme en orbite. Donc ce sera Yuri Gagarin, le premier, les Américains sont encore deuxième, et c'est le programme Vostok qui a aussi été développé par Korolev. Mais le but, vraiment de Korolev, là, c'est d'aller sur la Lune. Et la capsule Vostok et tout, et la R7 Simurka ne permet pas d'envoyer des humains sur la Lune. Donc ça lui trotte dans la tête. Faut savoir que la capsule Vostok, il n'y a qu'une place, et vraiment toute petite place, et le bouclier thermique n'est pas assez, on va dire, résistant pour encaisser une rentrée atmosphérique depuis la Lune. Et oui, parce que quand tu fais une rentrée atmosphérique quand tu es en orbite terrestre, t'arrives à environ 7 km/s, même un peu moins, dans l'atmosphère. Donc on va dire que ça va. Sauf que quand tu arrives de la Lune, tu arrives à environ 11 km/s. Donc il faut un bouclier thermique beaucoup plus résistant. La capsule Vostok n'est pas faite pour ça. Donc Korolev va décider de développer une nouvelle capsule qu'il appellera Soyouz. Grossièrement, Korolev il a présenté le projet comme ça. On va créer une fusée Soyouz qui va être en fait un R7 amélioré, avec un étage en plus puissant, etc. Et on va assembler en orbite terrestre un atterrisseur lunaire, et avec une fusée Soyouz on va accrocher l'atterrisseur lunaire, on va l'emmener vers la Lune comme ça, c'est marrant ça, et voilà, tout simplement, et on va créer une plus grosse capsule. Korolev il veut faire ça parce que développer un lanceur très lourd comme ça, c'est vraiment sans déconner des dizaines de milliards de dollars. Et eux c'est des roubles, et donc c'est encore plus, enfin bref, ça coûte beaucoup trop cher. Donc les Soyouz c'est des plus petites fusées, mais t'en mets plusieurs et après t'emmènes, donc ça pourrait potentiellement marcher. Sauf que y a un gars qui présente un autre projet pour partir sur la Lune, et ce mec il s'appelle Chelomey, et lui il est en concurrence en fait avec Korolev. Lui il voulait construire vraiment un vaisseau lourd qu'il appellera UR500 et qui par la suite donnera lieu aux fusées Proton. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est hyper intéressant, mais les fusées Proton, c'est aussi des lanceurs lourds, créés par l'URSS et qui sont toujours en fonctionnement. Et donc, Korolev est en concurrence avec ce mec. Chelomey, lui, voulait vraiment créer des lanceurs lourds. Korolev comprenait que lui, c'était quand même plus compliqué, plus compromis, et il fallait savoir qui aurait le projet. Parce que il faut la thune, quoi. Et il se dépêche, en gros, à manipuler son projet, à le montrer, et son projet de fusée Soyouz sera accepté, et donc le développement de Soyouz et de la capsule commence. Oui, la fusée et la capsule s'appellent Soyouz. Le premier vaisseau Soyouz décolle alors en 1963.
Et bah c'est le vaisseau qui a la plus longue carrière au monde, parce qu'il vole encore. Évidemment, il y a eu des évolutions, que ce soit avec l'électronique, etc., même la puissance des moteurs, et le confort à bord, évidemment. Et à l'époque, il y a eu même des Soyouz qui étaient commandés par l'armée pour envoyer des satellites d'espions et pouvoir potentiellement bombarder les Américains. Mais le lanceur lourd de Korolev n'était pas encore vraiment là. Ça lui trottait dans la tête, mais il n'était pas encore là, son lanceur lourd qui pourrait vraiment permettre aux Russes d'aller sur la Lune. Parce qu'avec Soyouz, c'est bien beau, mais ça risque d'être compromis, parce que c'est pas non plus hyper puissant. Soyouz, c'est environ 7 tonnes en orbite basse, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas dingue. Alors, pour rappel, Saturn V, qui a envoyé les hommes sur la Lune, c'était 110 tonnes en orbite basse. Donc, il faut un lanceur lourd dans tous les cas, en fait. Et c'est compliqué. Du côté des Américains, le programme lunaire est lancé en 1962. Je vous rappelle, Kennedy fait un discours « We choose to go to the moon », et donc, et il le dit même qu'ils y arriveront avant la fin de la décennie, donc avant 1970. Et donc là, les Russes, ils sont comme ça, parce que les Américains, avec le programme Gemini, etc., ils commencent à rattraper leur retard, et voire même, des fois, ils prennent un peu d'avance sur certaines technologies. Et en plus, les Américains ont des meilleurs moteurs que les Russes, il faut le savoir, hein, les moteurs cryogéniques américains, c'est ce qui a permis d'aller sur la Lune. Il faut savoir que les Russes ne l'avaient pas, et ça compromet vachement la puissance de ton vaisseau. Enfin bref, voilà. En fait, ils n'ont pas vraiment de programme lunaire, les Russes. Enfin, c'est ce que les Américains croient. Un jour, les Américains espionnent les Russes. Bizarre, déjà bizarre. Ils envoient donc des satellites espions, etc., avec une résolution de ouf, qui peuvent prendre des photos à donc, plusieurs centaines de kilomètres de hauteur. Et ils découvrent déjà un nouveau site de lancement, les Russes, qui s'appelle Baïkonour, au milieu de Kazakhstan. Et ils découvrent, bizarre, sur les photos, une espèce un gros truc cylindrique bizarre, très grand. Et, je sais pas, les techniciens et tout, ils arrivent à calculer un peu la taille du truc avec l'ombre projetée sur le sol. Et là, les Américains constatent avec effroi qu'en fait, il y a une fusée de 110 mètres de haut qui est posée sur un pas de tir. Bizarre. Là, les Américains, ils se disent, ok, là, c'est la zone. Et donc, la suite, je vous la ferai la semaine prochaine. Et ouais, là, je vous coupe direct. Bah ouais, non, la vidéo commence à être assez longue, puis il y a énormément de choses à dire, et encore, je raccourcis tellement de choses, c'est terrible, mais je suis obligé, parce que sinon c'est 3 vidéos de 2 heures, donc j'ai vraiment simplifié à mort là. Par exemple, il y a une énorme rivalité aussi entre Glushko et Korolev, parce que même s'ils travaillent ensemble, en fait c'est Glushko par exemple qui a balancé Korolev, et c'est pour ça que Korolev est parti au goulag, donc bon, les deux ils sont pas très amis, j'ai passé outre vraiment plein de choses, mais je suis obligé. Et aussi, je vais le dire aussi, il faut bien comprendre que Korolev est vraiment hyper important dans le programme spatial de l'URSS. J'ai mis des pauses parce que c'est dur à dire, URSS. Mais sans lui, vraiment, ça n'aurait pas existé. En fait, il a un peu tenu tous les rênes tout seul. Il était seul face à une administration. Vraiment, en face, c'était la NASA, quoi. C'était un truc énorme, avec plusieurs sites partout aux États-Unis, etc. Surtout que les États-Unis sont beaucoup plus riches que l'URSS, donc c'était compliqué pour eux. Et surtout, la NASA a plein de corps différents. En fait, chacun travaille sur la propulsion. Genre, t'avais des grosses entreprises, t'avais Rocketdyne qui travaillait aussi sur les moteurs, t'avais d'autres entreprises qui travaillaient sur les satellites, etc., sur la communication. Et t'avais Von Braun qui supervisait un peu tout ça pour créer la fusée. Mais Korolev, il était tout seul à manier toutes les équipes quasiment. Donc pour lui, c'était hyper compliqué. Mais vu que c'est un vrai passionné et qu'il avait envie d'aller dans l'espace, et qu'en plus motivé avec la course contre les Américains, etc., il y est arrivé. Donc vraiment, Korolev, c'est un personnage sans ce mec, pas de programme spatial de l'URSS. Il y a Glushko, mais Glushko, c'est vraiment pas Korolev. Il y a Chelomey, mais c'est pareil, il a vraiment pas la hargne de Korolev, et il a pas su créer un programme spatial comme lui. Vraiment, Korolev, il allait voir l'armée, il allait voir les politiciens pour leur en parler direct. Non, on va faire ça, nanana, comme ça. La NASA, ça se passait pas comme ça. La NASA, c'était une vraie administration supervisée par le président, etc. Bon, certes, était supervisée par le président de l'URSS, mais c'était vraiment pas la même. Korolev, il a tenu les rênes à fond. Et donc c'est pour ça que c'est un personnage hyper important et que j'en fais une vidéo. Et qu'il y aura même un épisode 2, parce que là, ça va être trop long. Et la NASA était beaucoup plus organisée. Faut le savoir. Mais enfin bref, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Là après on va attaquer quelque chose de dingue. Rappelez-vous qu'il y a un espèce de gros cylindre de 100 mètres sur un pas de tir. Donc ça va être hyper intéressant. Donc évidemment, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien, tout simplement. Et moi je vous dis à plus. Allez, bisous tout le monde.